Je vais vous raconter l'histoire d'Édouard Morat, qui est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Il est né en 1812 en Italie, dans la province de Udine, près de Venise. Dans sa famille, il y avait beaucoup de mosaïstes. Il était spécialisé dans la réparation, la fabrication et la restauration des mosaïques vénitiennes et romaines. Ils ont participé à la création de nombreuses églises, de nombreuses mosaïques et beaucoup de réparations comme par exemple la basilique de Fourvière à Lyon. Lui et ses associés ont réalisé tous les dômes de la basilique de Fourvière, les pans et les saints qui sont placés sur les côtés. En tant que sculpteur, les mains des anges de Fourvière ont été prises sur le modèle des mains d'une des épouses d'un de Monsieur Morat. C'était une dame âgée, Morat, qui était née en 1901, qui l'a raconté à ma grand-mère et qui lui a dit « Les mains des anges de Fourvière, ce sont les mains de maman ». Et elle était très émue. La famille créa en 1805 à Lyon la maison Morat & Cie, une entreprise de mosaïque, de décoration et de sculpture à Lyon qui a très bien marché. Et ils ont fait énormément de choses, beaucoup de travaux comme la basilique de Fourvière, la basilique d'Ainay, l'église Saint-Nizier, Saint-Potin, Sainte-Blandine. Ils ont aussi réalisé la décoration du château Montnabry en Suisse, aussi des temples protestants, des temples israélites, le pensionnat Saint-Ignace à Marseille et encore d'autres. C'est la première maison française qui pratiquait l'art de la mosaïque. Il faisait de très beaux travaux. Le petit guide de la basilique de Fourvière cite « Chacune des coupoles réalisées par Morat sur des dessins de Poncet évoque la relation de la Vierge à Dieu. » Dans la famille, il y en avait beaucoup qui aimaient dessiner, peindre, sculpter, et mon talent d'artiste vient sûrement d'eux. Des personnes racontaient que comme Édouard Morat était le fils de pays qui était parti à l'étranger et qui avait très bien réussi, on sonnait toutes les cloches des églises à son retour. La date de mort d'Édouard Morat reste inconnue. Je vais vous présenter l'histoire de la migration de mon arrière-grand-père. Il s'appelle Joseph Claude Menet, il est né en Argentine en 1905 et 4 ans après sa naissance, donc en 1909, lui et sa famille migrent pour revenir en France. C'est son père qui, 25 ans plus tôt, en 1880, prit la décision avec ses frères de prendre le grand large pour partir en Argentine. Quand ils sont partis, ils étaient 6 frères et leurs femmes. Ils partirent de Bellevaux, leur petit village, car la vie se faisait dure. On leur avait promis plusieurs terres s'ils partaient en Argentine, donc c'était pour pouvoir faire fortune là-bas. Partir en Argentine signifiait que c'était un voyage sans retour possible vers la France. Une fois qu'ils sont montés dans le bateau, ils partaient pour un long voyage de 3 mois, sans voir une seule fois la terre ferme. Comme le billet de bateau était payant, ils le payaient directement sur le bateau en faisant des travaux comme par exemple cuisinière pour les femmes et marin pour les hommes. Une fois ce long voyage terminé, ils arrivaient enfin en Argentine, mais ce n'était pas fini. Ils étaient distribués à travers toute l'Argentine. Toute la famille a été transférée dans une ville appelée Santa Fe. Là-bas, des milliers d'hectares leur ont été donnés. Apparemment, c'était tellement grand que, lors du labourage des terres, ils faisaient seulement un aller-retour en une seule journée. En 1909, la famille de mon arrière-grand-père prirent la décision de quitter l'Argentine pour revenir dans le village natal de Bellevaux et pour revenir voir les montagnes de la Haute-Savoie, car ils avaient le mal du pays. Ils avaient réussi à faire fortune et quand ils partirent de San Carlos, ils ont vendu leurs hectares de terre et leurs propriétés agricoles, ce qui les ont encore plus enrichis. Cependant, seulement la famille de mon arrière-grand-père ont réussi à revenir en France. Ses 6 frères et sœurs sont tous restés là-bas. Ils ont acheté une grande maison à Bellevaux,
où toute la famille y vécut, ainsi que mon grand-père. Mon papa a lui-même été en Argentine pour trouver des traces de ses ancêtres. Malgré les nombreuses recherches qu'il a entreprises, il n'a trouvé seulement qu'une seule famille sur les 5 qui y sont restés là-bas. La famille qu'a rencontrée mon papa parlait espagnol et français, mais aussi le patois. Malgré le fait que nos ancêtres ont vécu en Argentine, nous n'avons aucune trace de cette culture, que ce soit culinaire, rituelle ou d'autres. De mon côté, j'ai fait quelques recherches sur l'origine de mon nom de famille. Apparemment, il serait source du village de Bellevaux. En effet, à Bellevaux, un tiers des habitants ont le même nom de famille que le mien. Il signifierait « main ». J'ai trouvé ça très intéressant car de la génération de mon arrière-grand-père jusqu'à la mienne, nous avons tous travaillé dans un métier manuel. Pour finir avec Bellevaux, ce village qui revient si souvent dans ce récit, je pense que cet amour pour ce village perdu entre 3 montagnes est comme une transmission de génération en génération, puisque nous possédons nous-mêmes une maison à Bellevaux. Personnellement, c'est dans cette maison que je possède mes plus beaux souvenirs et j'espère que ça durera encore, tout comme les Ménais à Bellevaux. Je vais vous présenter le portrait de Alfred Laurent, qui est mon arrière-arrière-grand-père, né le 23 juillet 1891 à Fécaucourt. Mon grand-père me raconta alors qu'il avait fait la guerre de 14-18, toute la guerre. Il est revenu pour s'occuper de sa femme qui était malade. Ça l'a beaucoup fatigué et il est mort en 1956. Mon grand-père ne l'a connu que lorsqu'il avait 6 ans. Les souvenirs que mon grand-père a de lui sont très vagues. Mon grand-père a récupéré tous les documents à la mort de son père et de sa mère, mais il aurait aimé en savoir plus sur Alfred. De sa guerre, il n'en parlait à personne, car je pensais qu'il était tétanisé. Pendant la guerre, les soldats vivaient dans des conditions déplorables et atroces. Ils ne pouvaient pas manger à leur faim, ils attrapaient des maladies car il y avait un gros manque d'hygiène dans les tranchées. À tout moment, leurs vies peuvent basculer en se prenant des obus par les soldats ennemis. Alfred a été blessé 2 fois, il a eu un éclat d'obus à la tête, il a fallu le trépaner. Mon grand-père a récupéré son livre militaire, sur lequel il n'y avait pas grand-chose, mais il était écrit qu'il a commencé son service militaire alors qu'il était garçon de culture. Dans son fascicule de mobilisation des années plus tard, il y a sa profession d'après-guerre, pontonnier. Il travaillait sur les ponts à l'usine métallurgique domiciliée à Neuf-Maisons. Il a été classé inapte à 10% le 21 septembre 1917. En novembre 1945, la Société industrielle de l'Est a décerné la médaille d'argent à Alfred, qui était machiniste et en reconnaissance des services rendus à l'industrie et au commerce. Aujourd'hui, mon grand-père revoit un peu les traits d'Alfred dans sa mémoire. De mon point de vue, j'aurais aimé le connaître davantage pour en savoir plus sur son parcours, sur lui, et qu'il me dise son réel ressenti quand il a fait cette guerre. Il s'appelait Marie-Aimé Marius et c'était mon arrière-grand-père paternel. Il est né le 6 avril 1889 à Borgard-Barré et est décédé le 29 août 1988. Il avait pour profession cultivateur et il était marié à Marie-Aimée Françoise Gastaud. Ils se sont mariés le 29 septembre 1903 à Borgard-Barré et ont eu 5 enfants. Je veux parler de lui car tout simplement c'est la première fois que je vois un homme qui a été aussi courageux. Ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'il fasse lui-même la demande d'aller combattre au front. Lors de son décès en août 88,
Un éloge funéraire a été fait, retraçant son parcours militaire. Avec la mort de M. Maret, disparaît un vétéran de la Grande Guerre. Lui, comme beaucoup d'autres, en son temps, a fait modestement, simplement, ce qui était pour lui son devoir de citoyen, devoir qui pour certains est allé jusqu'au sacrifice suprême, celui de leur vie. M. Maret a fait toute la guerre au sein du 75e RI, régiment de Romans. Il a participé aux combats de la Somme en 1914, ceux de Champagne en 1915. De mars à août 1916, il est à Verdun, engagé dans le combat de Douaumont et de Fleury. Il a été blessé et est volontaire pour retourner au front. En mai-juin 1917, il combat au chemin des Dames, puis à la Malmaison. Pendant 4 ans, il a connu les champs de bataille, les tranchées, la boue, le froid. Il a été décoré pour sa conduite héroïque de la Fourragère, une haute distinction, aux couleurs de la croix de guerre. En regardant flotter le drapeau du 75e RI, où sont inscrits en lettres d'or les batailles où il s'est illustré pour 3 d'entre elles. Champagne, 1915, Verdun, 1916, la Malmaison, 1917. Il avait le droit de s'enorgueillir, car cette gloire était en partie la sienne, puisqu'il était dans les rangs de ce régiment. En 1978, devant une nombreuse assistance, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur le maire, je vous présente ainsi qu'à vos proches, au nom de ses camarades légionnaires, celui de l'UFAC et ses camarades de la Miquelle, des anciens du 75e et du 275e RI, nos condoléances attristées. Après la guerre, il a été maire de la commune de Jaillant, commune devenue indépendante depuis 1950, de 1953 à 1965. Il est aussi retourné travailler à la ferme jusqu'en 1965, où c'est son fils, mon grand-père, qui a pris la suite à la ferme et à la commune, puisqu'il est devenu maire à son tour. Et c'est mon père qui aujourd'hui hérite de la ferme dans laquelle je vis.
Je vais vous présenter mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère qui sont réfugiés espagnols. Mon arrière-grand-père s'appelait Vicente Plana. Il est né le 24 mars 1904 à Esplus, en Espagne. Il avait les cheveux courts, bruns, la peau blanche, les yeux marron foncé. Mon arrière-grand-mère s'appelait Antoinette Plana. Elle est née le 26 mai 1909 à Villanueva de Alplica, en Espagne. Elle avait la peau blanche, les cheveux mi-longs, bruns, les yeux noirs. Tout a commencé à cause du régime de Franco en Espagne. Mon arrière-grand-mère et ses 3 enfants sont partis d'Espagne et sont arrivés à Argelès-sur-Mer dans un champ de réfugiés sur la plage. Il n'y avait pas de baraquement pour dormir, c'était directement sur la plage. C'était en février 1939. Mon arrière-grand-père est resté quelques mois encore en Espagne pour se battre pour que Franco ne passe pas au pouvoir. Malheureusement, Franco est passé au pouvoir. Alors Vicente est parti rejoindre mon arrière-grand-mère à Saint-Cyprien. Il était 500 000 réfugiés. Ils sont partis à l'Archaud, dans la Drôme, pendant 2 ans. Ensuite, ils sont allés sur Aspres-sur-Bouèche, dans une colonie de vacances qui servait de camp de réfugiés. Vicente, quand il était en Espagne, travaillait dans la mine de charbon. Il avait une carte de travailleur espagnol. Mais durant les années de guerre en France, personne ne sait ce qu'il a fait. Je trouve que mon arrière-grand-père a été courageux car il a lutté contre Franco. J'aurais aimé savoir ce qu'il a fait pendant la guerre. Peut-être a-t-il eu peur? Je ne sais pas. Je suis Thaïus Nuri et je vais vous parler de mon arrière-grand-père maternel, Narcisse. Il est né en Algérie, qui était française à l'époque, le 25 mai 1915 à Oran. Sa famille est originaire d'Andalousie. Ils sont venus s'installer en Algérie à cause de la guerre d'Espagne. Il est le 6e enfant d'une fratrie de 7. Il a quitté l'école à 10 ans pour travailler dans les champs avec son père. Puis il est entré en apprentissage comme maréchal ferrant. En 1935, il a fait son service militaire au régiment des chasseurs alpins. Il intégra l'équipe de foot militaire. Puis il a été appelé en 1939 et a été affecté au régiment des Zouaves, unité française d'infanterie légère. Il embarque en Syrie au grade des chevaliers. Dès son retour en Algérie, il est détaché de l'école de chevalerie au CND comme maréchal ferrant. Il se marie le 1er mars 1941 avec mon arrière-grand-mère nommée Carmen et naîtront un garçon et 5 filles, dont ma grand-mère. Il a été démobilisé le 7 septembre 1944 au camp de Ruchard à Tours. Il continue de jouer au foot, ensuite il travaille dans une tannerie puis une savonnerie. En France, il était toujours passionné de foot. Il se déplace dans la Vienne. Il fait partie d'une équipe de vétérans où il entraîne des jeunes. Il travaille aussi dans une scierie. Il est débardeur de grues, puis il est envoyé dans la maçonnerie. Ensuite, la famille se déplace à Orléans pour trouver une vie meilleure et élever leurs petits-enfants. À sa retraite en 1975, il passait des heures dans son jardin, toujours au son de l'accordéon. Il était amateur de musique, il aimait les balles, et il était batteur dans un groupe, et jouait aussi de l'harmonica. Il aimait beaucoup l'accordéon, et surtout le jazz. Avec l'âge, il est devenu aveugle, il est décédé à l'âge de
94 ans, un an avant mon arrière-grand-mère. Il a eu 13 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants, dont moi. Je vais vous parler de mon arrière-grand-mère, Maria Mercedes Lopez. Elle est née dans le sud de l'Espagne, plus précisément à Dallas, en Andalousie. Après la mort de son père, elle et sa famille sont venues s'installer en France, à Givors. C'était une ville très industrialisée, il y avait donc beaucoup de travail, notamment à la verrerie. Voici un document en espagnol que j'ai pu retrouver. Don Francisco Lorela Fernández, juez municipal suplente de la ejercicio de encargo del registro civil de esta ciudad de Dallas, provincia de Amembra. Referente al nacimiento de María Rosalia Rodríguez Páez, que tuvo lugar a las 3 de la mañana del día 4 del mismo mes, hija legítima de Francisco Rodríguez Rodríguez y de Gabriela Páez Pareco, nieta Paulina Paala terrena de Francisco Antonio Rodríguez Guterres y de María Josefa Rodríguez Figueredo, y a instancia de parte y para estudios de inmigración, expido la presente en Dallas el 24 de abril de 1929. Ce document est l'acte de naissance de mon arrière-grand-mère. Elle a obtenu cet acte de naissance pour pouvoir obtenir la nationalité française et pouvoir se marier avec son mari. Je n'ai aucune donnée sur son mari, par contre. Elle avait 3 frères et 2 sœurs, dont un décédé jeune et un autre resté en Espagne. Elle était la seule qui n'était pas allée à l'école, car elle devait s'occuper de la maison et de ses frères et sœurs, dû à la mort de son père. Concernant le père de Maria, sa mort est restée secrète, tout comme son activité professionnelle. On suppose que c'était un bandit, mais c'est resté secret. Ce sont les seules archives que j'ai pu avoir grâce à ma grand-mère, car mon grand-père ne pouvait pas parler de sa famille dû à de mauvais souvenirs avec eux. George Braun est né le 17 mars 1929 en Allemagne, plus précisément dans la ville de Neustadt-sur-le-Harde. Donc sa mère est morte alors qu'il était âgé de 16 ans, elle a été blessée pendant la guerre, et la transfusion de sang qui lui a été faite était du mauvais groupe sanguin. Elle est donc morte empoisonnée. Mon arrière-grand-père avait expliqué à ma mamie, donc sa fille, qu'à chaque fois que son père plantait un clou dans le cercueil, il pouvait voir une larme couler. Un an plus tard, alors âgé de 17 ans, il perdra son père, se retrouvant alors orphelin. Celui-ci était brancardé dans un hôpital. L'hôpital en question a été bombardé avec son père à l'intérieur. Après avoir perdu ses parents, il se retrouvera enrôlé d'office, donc de force par Hitler, qui avait besoin de soldats. On lui donna donc un uniforme trop grand, un fusil, et on lui a dit de partir à la guerre. Mais avant de pouvoir vraiment y partir, il se fit arrêter par des soldats américains. Et ça peut paraître étrange, mais il était heureux de se faire arrêter et d'aller en prison, puisque ça voulait dire qu'il n'irait pas à la guerre et donc qu'il restait en vie. Quand il est sorti de prison, il a pris un train et a filé en direction de la France avec ses amis. La France recrutait des mineurs, de plus son but dans la vie était de gagner de l'argent pour pouvoir ensuite aller vivre au Canada avec ses amis. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque dans le nord de la France, il rencontrera Mireille, mon arrière-grand-mère, avec qui il se mariera et aura 5 enfants.
Il travaillera toute sa vie dans les mines et mourra à 62 ans de la silicose. C'est une maladie souvent attrapée par les mineurs. Dans ces nuées de poussière, un mot terrible, la silicose. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fait la silicose? Expliquez-moi ça. En principe, on est un peu handicapé. Pour respirer? Pour respirer, on est plutôt essoufflé alors que les autres n'y sont pas. Oui. On est fatigué plus souvent aussi? Plus souvent à l'occasion, oui, ça dépend les jours, ça dépend le temps et ainsi de suite. Oui. Et ça s'attrape comment? En principe, c'est parce que à cause des poussières. Mais vous travaillez sans masque? Vous auriez pu avoir un masque? Oui, on aurait pu avoir un masque. En ce temps-là, on travaillait avec un masque, mais on s'en servait pas toujours. Ou alors, si on s'en servait, on l'enlevait parce que c'était... C'est pénible. C'est pénible pour la respiration, oui. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de camarades à vous qui sont silicosés? Bon, on en connaît pas mal, hein. Oui. Ma grand-mère n'a rien de lui si ce n'est des photos et des actes de naissance. C'était quelqu'un de très secret mais très positif. Il aimait beaucoup la nature et le sport. Il a d'ailleurs été souvent médaillé, notamment de patinage artistique et de ski. C'était aussi quelqu'un de très gentil et qui essayait toujours de faire de son mieux pour les enfants, notamment au niveau du Nouvel An et de Noël parce que son père était mort dans cette période-là. Donc avant il le fêtait avec eux mais plus tard il a arrêté parce que ça lui faisait trop de mal. Il aimait pas du tout parler de sujets tristes et c'est pour ça qu'on n'en sait pas plus sur sa vie. Je vais vous raconter l'histoire d'Hildegarde Z, qui était mon arrière-grand-mère. Hildegarde, que l'on nommait Hilda, est née le 20 février 1927 à Velká Kara, en Tchécoslovaquie. Elle est la fille de Marie Enold et Franz Z. Ce sont des Sudètes. Les Sudètes sont des Allemands établis en Tchécoslovaquie depuis le XIIe siècle. Ils étaient environ 3 millions. Avant la Première Guerre mondiale, 14-18, ce pays faisait partie de l'Empire Autriche-Hongrie. Le père d'Hilda faisait son service militaire sous François-Joseph. Après la chute de l'Empire, a été fondée la Tchécoslovaquie. En 1938, Hitler annexe toute la région des Sudètes pour la rattacher à l'Allemagne. Après la guerre, en 1945, les Tchèques reprennent leur territoire et les Allemands sont expulsés progressivement. Les parents d'Hilda sont partis fin 1946 avec seulement chacun une valise de 50 kilos. Ils ont été hébergés chez une famille de paysans en Bavière, un village du nom de Kleitingen, à 60 km de Munich. Le père d'Hilda a travaillé à la ferme et sa mère s'occupait des enfants du fermier, faisait la cuisine et le ménage. Hilda a connu son mari Auguste pendant la guerre. C'était un soldat français. Il a été fait prisonnier par les Allemands en 1940 et envoyé pour travailler avec d'autres prisonniers dans la ferme des parents d'Hilda. Auguste a été libéré en juillet 1945. En mars 1946, il est reparti en Tchécoslovaquie chercher Hilda. Ils se sont mariés là-bas le 21 mars 1946 et sont ensuite rentrés en France, dans le village de Marolles, à quelques kilomètres de Château-Thierry. C'était une période très difficile pour Hilda. Elle n'a pas bien été acceptée ici. C'était la boche. Ses parents et ses frères lui manquaient beaucoup et elle ne savait pas ce qu'ils allaient devenir quand elle est partie. Une fois mariée, elle a pu obtenir la nationalité française et les papiers d'identité. Un de ses frères, Franz, est venu travailler avec Auguste pendant 2 ans au début des années 50. Son père et sa mère sont venus une fois la voir en France.
Elle est décédée en 2013. Mon arrière-grand-mère se nommait Chaillou Valentina. Elle est née le 23 avril 1925 dans un petit village de Russie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle fut prisonnière et envoyée dans un camp de travail en Allemagne. Mon arrière-grand-père, Koch Vaclav, est né le 18 juillet 1918 en Pologne, mais est venu en France à l'âge de 4 ans. Il était légionnaire. Il a également été envoyé dans le même camp de travail que Valentina. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Vaclav était cuisinier et il lançait du pain à travers les grillages pour les travailleurs, dont Valentina. Ils y sont restés 4 ans. Lorsque les Américains sont arrivés pour la libération du camp, les Allemands essayaient de tout détruire, tout exploser de partout. Alors mon arrière-grand-père a couru après mon arrière-grand-mère pour la sauver, elle et 2 de ses copines, en se couchant sur elle pour ainsi les protéger des débris tranchants. Après cet acte héroïque, elle a décidé de le suivre en France, où est né leur premier enfant qui est malheureusement mort à 9 mois. À la suite de cet événement tragique, Valentina a souhaité retourner en Russie, toujours suivie de son amant. Ils ont ensuite eu 2 enfants, Michel et Albina, tous 2 nés en campagne russe dans une maison en toit de chaume. Vivant sous le commandement de Staline, ils ont vécu des moments très difficiles. Ils ne pouvaient pas se marier ni porter le nom Koch, celui de mon arrière-grand-père, parce que Staline interdisait les mariages entre Russes et étrangers. Ils se sont finalement mariés en août 1953. À la mort de Staline, ils ont enfin pu porter le nom Koch. À Donbass est né leur 3e et dernier enfant, Édouard, mon grand-père. Peu de temps après sa naissance, ils ont déménagé en Pologne, le premier voyage de leur enfant. Valentina et ses enfants ont dû apprendre la langue de ce nouveau pays. Cela a été dur, mais elle avait beaucoup d'aide de la part de Vaclav, lui qui était polonais. Au bout de 3 ans d'apprentissage, elle pouvait parler le polonais couramment. Après 8 ans passés en Pologne, ils déménageront à nouveau en France et ce sera le dernier voyage. Ils ont là aussi dû apprendre la langue française qu'elle a eu plus de mal à apprendre, mais y arrivera tout de même en travaillant d'arrache-pied pour y arriver. Albina, la fille de Valentina, a été marquée par un événement durant ce voyage. C'était à l'arrivée du train de Pologne, en France. Le train s'arrêtait à une gare et je voyais plein de gens qui nous distribuaient des bonbons au chocolat par la fenêtre et ça m'a fait tellement plaisir. J'étais tellement contente, j'étais gamine, j'avais 12 ans. Je crois que j'ai jamais bouffé autant de bonbons. Maman faisait la queue pour avoir des mandarines et ça m'est toujours resté dans la tête. J'étais si surprise qu'on me donne autant de sucreries à la fois, disait-elle. Mon arrière-grand-mère est décédée en avril 2016 à Valence, en France. Ce qui me touche dans cette histoire, ce sont les épreuves qu'elle a dû vivre dans ces camps. Leur histoire d'amour est merveilleuse. Ils ont fondé une belle famille. Mon arrière-grand-mère, c'est la femme la plus courageuse que je connais. Je vais vous présenter Roger Charondière. Il a 94 ans, il vit à Valence et est retraité. Roger, né le 17 mai 1925 à Montcombrou-les-Mines, dans l'Allier. J'ai travaillé dans une mine à l'âge de 14 ans. Et après, je suis parti à 17 ans dans l'armée. J'ai fait le débarquement en Normandie. C'est quelque chose d'horrible à raconter. Que des morts. C'était effrayant. Et ensuite, je suis allé en Indochine, où lors d'une expédition, nous avions sauvé des petits d'une panthère, abattus le long d'un chemin. Par la suite, j'ai adopté et élevé l'un de ces petits, qui s'appelait Fong.
Une fois grande, la panthère a léché du sang d'humain et revenue à l'état sauvage. J'ai dû, malheureusement, l'abandonner à un zoo. Et je suis resté 2 ans en Indochine. D'Indochine, je suis rentré en France. Et en France, on m'a muté en Tunisie. En Tunisie, je suis resté 10 ans. C'est là que j'ai rencontré ta mémé. Mémé s'appelait Rose-Marie Charandière, mais cède de naissance. Elle est née en Tunisie, mais ses parents étaient anglo-maltais. On s'est mariés en Tunisie. 2 enfants sont nés en Tunisie, Patrick et Aline. Et le 3e, Philippe, est né en France, à Mâcon. En Tunisie, la vie à la ferme était paisible. Le matin, les frères de ma femme et moi allions en ville, ou des fois travailler au jardin. Il faisait beau, quasiment chaque jour de l'année. Je me souviens encore que ton grand-père voulait à tout prix essayer de conduire le tracteur. Alors je le prenais sur mes genoux. Et puis la Tunisie, ça commençait à bouger. Alors du coup, nous sommes allés en France par un bateau spécial. À Mâcon, j'ai quitté l'armée et travaillé en tant que mécanicien dans les autobus. Et après, je suis allé à Valence. Et j'ai travaillé au transport Borel durant presque 20 ans. Et maintenant, je suis à la retraite et je fais du self-défense, 2 fois par semaine. Et puis, je vis normalement avec mes 3 enfants, 3 arrière-petits-enfants et 8 petits-enfants. J'ai une vie très mouvementée et surtout très dangereuse. Je me souviendrai de chaque détail. Je vous présente l'histoire de mon grand-père, Antoine Carmona. Il est né le 26 mai 1943 à Bossuet, département d'Oran-Bossuet, en Algérie. Un beau pays, riche, où il y a le pétrole, les vignes, les olives, tout là-bas. C'est ici qu'ils ont vécu avec sa famille. Ils étaient au total 9 frères et sœurs. Mon grand-père était à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'à cet âge-là, il a eu une sorte de paralysie. Ils n'ont pas su ce que c'était. Ça lui a pris d'un coup. Il ne parlait plus, ne pouvait plus marcher. Il a vu plusieurs médecins, mais rien n'y fait. Et un jour, sa sœur, Suzanne, a écrit à un guérisseur à Alger. Et ce guérisseur a demandé une mèche de ses cheveux. Il lui a renvoyé un morceau de tissu. Sa maman lui a fait embaumer une chemise qu'il portait sur la peau. Puis, le soir, il a fait un rêve. Et le matin, il s'est mis à pleurer et à crier qu'il voulait faire la quête pour acheter des bougies pour la Vierge. Donc, il a fait. À la 2e chemise, il parla un peu plus. Et à la 3e, il a marché, il a parlé. Et tout est parti de là. Ça a été comme un miracle. Ce qui a traumatisé aussi mon grand-père. Il était sur le chemin du retour à Bossuet. Il devait avoir peut-être 9 ans. Il a aperçu un félaga sur la montagne qui leur courait après. Il l'a tout de suite dit à tonton Antoine qui leur a dit de baisser la tête. « Cachez-vous !» Et ils ont filé. Sinon, ils auraient été tués par les félagas. Après, il a fait sa jeunesse. Il travaillait dans les jardins, dans la maçonnerie, dans les boulangeries. Après, il y a eu la guerre. Il a fallu qu'ils partent. Ils ont laissé la maison, tout. Ils ont tout laissé. En route, ils ont été arrêtés par les félagas. Heureusement que mamie savait parler arabe. Elle est descendue, leur avait expliqué, et ils les ont laissés passer. Le jour où ils sont arrivés à Cité Bel-Abbès, ils ont logé dans un appartement qu'ils avaient loué. Et au bout de 3 mois, ils ont pu partir sur Oran pour embarquer. Ils sont restés 1 semaine au port parce qu'il n'y avait plus de place. Arrivés à Marseille le même jour, il a fallu prendre un train. Ils sont allés à Dax et là, ils sont restés 3 mois. Suite à ça, ils sont partis à Aumont car Paul, un des frères, y vivait déjà. Ils vivaient dans un 2 pièces. Il y avait Joseph, Michel, Suzanne et Antoine et leurs parents. Ils étaient 6 dans le 2 pièces. Ils sont restés 3 mois. Et après, les Français ont fait des appartements pour les rapatrier. Et ils ont habité à la cité de l'Épine. Quand ils étaient arrivés en France, ils n'étaient pas très bien accueillis par les métropolitains.
Mon grand-père a trouvé du travail. Il a travaillé 1 an dans une usine. Ensuite, ils sont partis chez Louisette qui habitait à Narbonne, la sœur de mon grand-père. Ils sont restés quelque temps chez elle. Bien des années plus tard, il a eu un accident dans une usine, au nord de la France. Cet accident lui a fait revivre la guerre. À cause de ça, il est resté dans son mutisme, dans ses pensées, il était dans son monde. Mais malgré ça, il était quelqu'un de très gentil, toujours en train de rire, à dire des bêtises, accueillant, souriant, quelqu'un de bien. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Voici l'histoire de mon grand-père, récoltée souvenir par souvenir. Mon grand-père a eu une femme qui aujourd'hui est ma grand-mère, du nom de Francine Ilamoko. Et grâce à elle, je peux à présent vous raconter son histoire. Mon grand-père s'appelle Paul Ilamoko Djel. Il est né à Bambari le 1er septembre 1943. C'est au Centrafrique. Il grandit là-bas car ses parents sont allés y vivre. Ils étaient tchadiens. Il va rentrer au Tchad pour passer son bac à Fleur-Lamy qui aujourd'hui est N'Djamena. Il obtient une bourse car c'est un bon élève et il est envoyé en France. Il arrive en France en 1962, s'inscrit à l'université de Nancy pour faire des études de géomètre. Préférant le droit à l'administration, il s'inscrit à Paris où il sortira major de sa promotion en 1968. Il se sent bien en France, il aime bien la culture française, il aime bien la nourriture, le vin. Pour lui, tout est bon, tout est agréable à vivre. Pour continuer ses études, il fait quelques petits boulots par-ci par-là. En 1965, sur Nancy, il fait connaissance avec ma grand-mère et ils auront 4 enfants, des filles, et qui seront élevés une partie au Tchad, une partie en France. Ils auront aussi un fils qu'ils adopteront. C'est la 3e fille qui s'appelle Patricia, qui est ma mère. Après ses études, il est allé au Tchad en 1968, où il a été dans l'administration publique au ministre des Finances. Il est resté quelques mois, ensuite il est devenu maire de Sahar, 2e plus grande ville du Tchad dans le sud. Il exerce jusqu'en 1975. Ensuite, en 1975 à 1979, il est revenu en Europe, où il va être ambassadeur du Tchad en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Angleterre. Lors de la réconciliation nationale, il est de retour au Tchad. En 1986, il travaillera pour le ministre des Affaires étrangères, jusqu'à sa mort en 1998. La relation familiale qu'avait mon grand-père avec sa famille était assez mauvaise car il était peu présent pour ses enfants et s'occupait presque, voire jamais d'eux. Il était coureur de jupons et n'a pas été fidèle auprès de ma grand-mère. Ils se parlaient rarement car il était plutôt discret et réservé. À cause de cela, on n'a jamais vraiment connu sa vie. J'ai choisi de faire le portrait de mon grand-père parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu, que c'est des origines qui sont assez exceptionnelles si on me regarde. Moi, je suis carteronne du côté de ma mère, qui est la fille de mon grand-père. Et donc ça ne se voit pas forcément vu que ma mère est métisse de peau et moi je suis blanche et je suis la seule de la famille à être comme ça. Je vous raconte à présent l'histoire de ma grand-mère appelée Claudine Bali, de son nom de jeune fille, Houillon. Je l'appelle aujourd'hui Oma,
ce qui veut dire grand-mère en allemand. C'était son choix à la naissance de ses petits-enfants. Car ma grand-mère est née en Allemagne, le 21 juillet 1953. Elle m'a raconté son histoire, de déménagement en déménagement, à travers ses souvenirs d'enfance et du déracinement, qui n'est pas toujours facile. Elle a passé ses 4 premières années en Allemagne, puis 1 an à Metz, 3 ans à Alger. Elle rejoint sa tante et sa grand-mère à Bar-le-Duc en Lorraine, puis 1 an à Argenton-sur-Creuse, 2 ans à Mans dans l'Osère, 2 ans à Passy-la-Baille, 3 ans à Montélimar, 3 ans à Lyon, puis 18 ans à Tourtel, à Vernosque, et actuellement à Annonay. En 1958, son papa a eu l'opportunité d'aller en Algérie. Sa maman avait beaucoup vécu en Algérie, et son grand-père était aussi là-bas. Son père était général à Alger. Il lui est arrivé de l'emmener en jeep à l'école, dans son lycée Bugeaud, qui était un grand lycée à Alger. Les souvenirs les plus marquants, ce sont les événements d'Algérie, parce que là, on rentre dans l'histoire. Le problème, c'était qu'il y avait des attentats tout le temps à Alger. Les gens étaient abattus dans la rue. On couvrait d'une couverture la personne qui venait de se faire abattre. Mais bon, c'était fréquent ça. Ma grand-mère n'avait pas peur. Il vivait avec. Il savait qu'il fallait se méfier. Il y avait aussi très souvent des klaxons. Une voiture qui faisait tut 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 et une autre qui faisait tut tut et ça faisait Algérie française. Et puis il y a eu ce qu'on appelle la nuit bleue. C'est une série d'attentats à l'explosif. Cette nuit-là, ils mettaient des matelas contre les vitres pour se protéger, car ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient recevoir. Du plastique, des bombes. Le lycée Bugeaud était adossé à la Casbah. C'était là où vivait la population algérienne. À la Casbah, c'était les gens pas très riches, et c'était des petites maisons avec des terrasses. Elles étaient vraiment contre le lycée, et parfois, ils leur lançaient des pierres, parce qu'ils étaient arabes, et nous français. Il ne fallait surtout pas s'approcher de la Casbah. Oma est parti seul d'Algérie. À seulement 8 ans, ses parents l'avaient mis dans l'avion, mais, rentrée définitivement en France, seule ne l'a pas marquée ni traumatisée. Quand elle est partie d'Algérie, elle a été accueillie chez sa tante à Bar-le-Duc, qui travaillait dans un lycée. Ils ont été hébergés chez elle quelques mois, le temps que ses parents rentrent. Un problème se pose quand tu as énormément voyagé, comme ma grand-mère. C'est l'enracinement qui est compliqué. Quand ma grand-mère est partie en Haute-Savoie, elle ne s'est pas sentie à l'aise. On est en pleine montagne, les gens sont très fermés. On l'avait donc mise en quarantaine, parce qu'elle était étrangère, elle n'était pas du coin. La différence, c'est que tu n'as pas d'amis d'enfance. Donc chaque fois, il faut s'adapter. Parce que d'une ville à l'autre, ce n'est pas la même mentalité, pas le même paysage. Ma grand-mère m'a dit: j'ai gardé une amie que j'ai connue de la 3e à la 1re, puis après, elle est venue à Lyon, donc avec elle, j'ai gardé contact. Pas comme tous les autres. Même s'il bougeait beaucoup, il revenait quand même chaque année, au même endroit, à Bar-le-Duc, chez sa grand-mère, ce qui permettait de garder des racines. Le côté positif quand on voyage, c'est qu'on voit beaucoup de choses. On va dans d'autres pays, alors on s'intéresse plus à des cultures étrangères. On est obligé de s'adapter. Je vais vous raconter l'histoire de mon père. Mon père, William Méveau-Guyot, est né à Toulouse en 1972 de parents béninois, Edith et Bienvenue Méveau. Mon père est manager de gare, Lyon-Part-Dieu et Lyon-Saint-Exupéry. Il organise et s'occupe de toute la vie de la gare, pas au niveau des voyageurs mais au niveau des équipements en gare.
aussi bien des bâtiments que des affiches ou des relations avec les prestataires externes. Il a actuellement un bac+5 et il va bientôt entamer une 6e année d'études dans le domaine du développement durable. Mon père, comme je l'ai dit, est né de parents béninois. Mes grands-parents sont venus en France juste avant la naissance de mon père. Quand mon père est venu au monde, ils ont décidé de se marier. Quand mon père avait environ 3 ans, Edith, ma grand-mère, est repartie avec mon père au Bénin. Là-bas, elle demande le divorce. Bienvenue reste vivre en France, où il se remariera et fondera une nouvelle famille. Pendant ce temps, au Bénin, William est confié à sa grand-mère, qui ne lui confère que peu de soins. Malgré qu'il soit petit, mon père est livré à lui-même et se débrouille comme il peut pour vivre dans la rue avec d'autres enfants abandonnés. Il croise un jour le chemin de Pacôme Guyot. Pacôme Guyot est un Français expatrié qui travaille dans les travaux publics. Il décide de recueillir mon père. En 1977, Pacôme doit rentrer en France. Il décide de rencontrer Edith pour lui demander d'amener William avec lui. Elle accepte. William et Pacôme s'installent à Siran, dans l'Hérault. Pacôme finira par adopter mon père, qui s'appellera dorénavant William Mévo Guyot, le nom de son père biologique et le nom de son père adoptif. Je suis contente de montrer aux autres que malgré son début de vie compliqué, mon père a réussi à s'en sortir, même si je sais que sans l'aide de mon grand-père, il n'aurait peut-être pas survécu, et que malgré ça, il s'est construit une nouvelle vie. motema etondi na makanisi odiokans mobembo nga nasali na braza ezali ya koloba te odiokans nakei nazongi kisasa na mawa na ngai solo nake okos nazali moyembi mosala nanga ezalaka lokola soda nakozonga kotala yo motema na mboka braza nakokota na masuwa natiola mpona mona yo o mon amour